C'est ce qu'on appelle un score soviétique. 97,7% des suffrages. Noursultan Nazarbayev a remporté récemment sa 5e élection présidentielle au Kazakhstan, un riche État pétrolier d'Asie centrale. Et voilà que la France s'apprêterait à extrader un richissime opposant kazakh. Avec nous pour en parler, Thierry Mariani. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes député des Français de l'étranger, membre du groupe Les Républicains. Vous arrivez tout juste il y a une semaine d'Ukraine. Alors forcément, nous allons commencer par cette actualité. Le président Petro Poroshenko accuse les séparatistes d'une gigantesque offensive dans la région. C'est un conflit qui dure depuis plus d'un an, Thierry Mariani. Pourquoi personne n'arrive à le résoudre, selon vous ? Je crains que beaucoup de monde ait intérêt à ce que ce conflit continue. J'étais dans le cadre de l'Assemblée nationale la semaine dernière à Severodonetsk, Slaviansk et Kramatorsk, c'est-à-dire à 10 km de la ligne de front. Où en réalité, quand on discute avec des observateurs, les observateurs doivent rester neutres, mais qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent en réalité les torts sont très souvent partagés. C'est très difficile pour nous de savoir qui a commencé. Et puis on a quand même aujourd'hui une situation qui est très brièvement... la Russie voulait récupérer la Crimée, c'est fait, mais n'a aucune envie de récupérer le Donbass. Là, le Donbass, les Russes le disent très clairement, c'est ukrainien. Le Parlement ukrainien n'a pas voté un texte donnant l'autonomie suffisante au Donbass. Et aujourd'hui, en réalité, on a un conflit qui s'enlise, 6000 morts, je veux dire, dans un pays... au port de l'Europe. Au port de l'Europe, avec des gens qui, j'allais dire, s'embrassaient il y a quelques années. C'est incompréhensible. Et je crains qu'on soit dans une spirale qui n'est pas près de s'arrêter. Alors, vous dites que la Russie n'a pas de velléité sur cette région est de l'Ukraine. Vous êtes souvent perçu, Thierry Mariani, en France, comme quelqu'un qui est plutôt, entre guillemets, favorable, on va peut-être exagérer en tous les cas, à la Russie dans ce dossier. Non, mais je l'assume. Et vous l'assumez parfaitement. Il y a quelques jours, les autorités ukrainiennes ont exhibé 2 prisonniers de guerre présentés comme des Russes. Moscou serait pourtant clairement impliquée, quand bien même elle ne voudrait pas annexer, comme elle l'a fait en Crimée, l'est de l'Ukraine. Elle est directement impliquée tout de même. Écoutez, dans cette région, tout le monde a des passeports, souvent avec 2 nationalités, etc. Donc, qu'il y ait des passeports russes, ça prouve quoi ? Vous savez, moi, je me souviens aussi d'un secrétaire d'État américain qui exhibait la preuve que Saddam Hussein avait les armes de destruction massive. Donc, on est avant tout dans une guerre de communication. Voilà, après que la Russie soit impliquée dans le soutien des séparatistes, soyons pas... Non, en l'occurrence, ce sont des militaires qui étaient au combat. Oui, ouais. Mais imaginez qu'en France, il y a une guerre civile, j'allais dire, à la frontière belge. Il y aurait forcément des Français qui iraient combattre par solidarité ou quoi que ce soit. Ouais. Que la Russie soit impliquée, ça me semble évident. Mais soyons pas naïfs, les Américains sont impliqués. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation hallucinante où ce pays est quasiment, je pèse mes mots, colonisé. Par qui colonisé ? Est-ce que vous réalisez que dans ce pays, il y a désormais 3 ministres qui étaient étrangers, qui ont été naturalisés la veille et nommés ministres le lendemain. Est-ce que vous réalisez que le gouverneur d'Odessa est quelqu'un pour qui j'avais de l'estime, Saakashvili, qui était géorgien, ancien président de Géorgie, qui a renoncé à la nationalité géorgienne. Pourquoi l'Europe ne le dénonce pas, ça ? Pourquoi vous le dénoncez en tant que député parce français ? Que je pense qu'on est dans une guerre de communication où très clairement, je veux dire, il y a les méchants et les bons d'un côté. Les Russes sont étiquetés méchants, les Ukrainiens sont étiquetés bons, aucun des deux n'est parfait. Et l'urgence, quelle est-elle ? L'urgence, c'est d'abord la paix. Je veux dire, je pense que je suis dans l'opposition, mais je pense que le job qu'avaient fait Hollande et Merkel était bon. Voilà. Je pense que la première chose, d'abord, c'est la paix, que les choses se calment. Les premiers qui meurent, c'est les civils. Voilà. Et les civils, ils sont, c'est les pauvres gens, quoi. Je veux dire, j'ai rencontré des réfugiés dans cette région. C'est les pauvres gens qui demandent simplement à vivre, à toucher pour certains leur retraite, etc. Tout ça est lamentable. Voilà. Alors une parenthèse, si vous le voulez bien, Thierry Mariani, sur une conséquence d'ailleurs de ce conflit, parenthèse, mais pas si anecdotique que ça. Récemment, vous qui avez d'ailleurs été ministre des Transports, vous avez proposé d'utiliser les Mistral que la France ne vendrait pas à la Russie pour les migrants. Expliquez-nous. Écoutez, de toute façon, aujourd'hui, la France se retrouve avec des bateaux qu'elle devra indemniser aux alentours de, allez, si on est optimiste, 800 millions, pessimiste, 1,2 milliard. Voilà, c'est le contribuable qui va payer. Quand j'interroge le ministre, il dit non, c'est pas le contribuable, c'est la COFAS. Mais la COFAS, c'est l'État derrière. La COFAS, c'est la société qui garantit les exportations. Je dis, puisque par solidarité avec l'Europe, on refuse de vendre ces navires, chiche que l'Europe soit aussi solidaire avec le contribuable français. L'Europe, c'est un nain politique. On passe notre temps aujourd'hui en Méditerranée à essayer d'abord de sauver les vies humaines. Et je pense que c'est la première des priorités. Et après, il faut même arrêter cette immigration. Mais pour sauver ces vies humaines, puisque l'Europe se plaint de jamais avoir de bateaux, eh bien que l'Europe rachète ces bateaux. Je rappelle que les Mistral sont des bateaux logistiques qui pouvaient faire porte-hélicoptère, mais qui peuvent aussi faire un navire hôpital. Donc, si on veut en ce moment sauver des vies, et si l'Europe veut un jour exister et arrêter d'être un nain politique qui passe son temps à faire des résolutions, c'est le moment. C'est le moment. Et au moins, le contribuable français ne sera pas le seul à payer la note des Mistral.
Alors Thierry Mariani, je ne l'ai pas encore dit, mais vous êtes le président du groupe d'amitié France-Kazakhstan à l'Assemblée nationale française. Je le disais, il y a en ce moment un opposant, richissime opposant, qui est en prison en France, qui est menacé d'extradition vers son pays, où il risque, selon les organisations de défense des droits humains, des poursuites judiciaires et d'avoir de mauvais traitements. Il s'appelle Mukhtar Ablyazov. Son cas n'émeut guère les médias français, disons-le. Alors opposant politique pour les uns, on le précise aussi, mais aussi coupable de détournement de milliards de dollars pour les autorités du Kazakhstan. On va parler d'autres pays, avant, si vous le voulez bien, la Belgique et la Suisse en particulier, qui est confrontée aussi à ce débat des relations, au fond, avec le Kazakhstan. C'est un reportage de nos partenaires suisses de la RTS. Le Kazakhstan, version clip de promotion de l'Office du tourisme. C'est des steppes, des aigles qui volent au ralenti et bien sûr des milliards tirés du pétrole. Classé parmi les 5 plus grands producteurs mondiaux, ici à côté de la Russie. C'est aussi un clan au pouvoir, celui du président Nazarbayev, réélu au suffrage universel à 97%, 20 ans à la tête du pays, malgré des protestations. Sa bête noire, la famille Krapounov qui s'est réfugiée en Suisse. Victor et Leila, alliés à l'oligarque Ablyazov. Une histoire de lutte de clans qui se déroule à Genève. Et oui, la fille du président kazakh et son gendre possèdent également une villa de luxe dans le quartier. On se saigne à coups de millions, chacun a sa version de l'histoire. Monsieur, bonjour, c'est une propriété privée, monsieur. Oui, mais on est sur la rue. Non, mais sur la route. Arrêtez votre caméra, dégagez, c'est bon. D'accord. D'un côté, vous avez une famille qui a une narration de l'histoire en disant « nous sommes victimes d'une dictature ». Et puis de l'autre côté, vous avez une narration qui est beaucoup plus simple, qui dit « ces gens-là sont des criminels, ils ont volé de l'argent et voilà, on les poursuit, point ». L'objectif du président kazakh, obtenir l'extradition de Viktor Krapounov, et tous les coups sont permis. Première attaque juridique, Viktor Krapounov est inscrit sous mandat d'arrêt international, accusé de blanchiment et de détournement de fonds lorsqu'il était maire d'une des grandes villes du pays. Deuxième attaque, l'utilisation de détectives privés pour mettre sous surveillance le clan Krapounov. Des plaintes pour piratage informatique ont été déposées. Troisième attaque, le recours à des lobbyistes qui se vantent de pouvoir manœuvrer des journalistes et des politiciens pour obtenir l'extradition de Krapounov. Et c'est la débâcle avec l'affaire Mark Valder qui secoue le Parlement depuis 10 jours, avec des interventions téléguidées, des voyages gratuits et des liens d'amitié troubles avec le clan du président révélés au grand jour. Grâce à leur fortune estimée à 300 millions par bilan, le clan Krapounov fait de même et contre-attaque. Il s'achète lui aussi des services de détectives privés, d'avocats célèbres comme Christian Lucher et des chargés de communication. Pour l'instant, la bataille tourne à l'avantage du clan Krapounov. La Suisse refuse de l'extrader. Trop dangereux de renvoyer une personne coupable ou non au Kazakhstan, un pays classé par Amnesty International parmi les pires en matière de droits de l'homme. Thierry Mariani, député des Français de l'étranger, président du groupe d'amitié France-Kazakhstan à l'Assemblée nationale. Quand on voit ce reportage, ça pose question. Bien sûr que ça pose question. Mais la réalité du terrain, c'est quoi? C'est aujourd'hui dans de nombreux pays, et je ne parle pas uniquement du Kazakhstan, c'est qu'en réalité, on a des opposants qui expliquent des problèmes de détournement et de corruption de fonds, et certains qui immédiatement, quand ils se font prendre la main dans le pot de confiture, expliquent que c'est politique. Voilà. La personne de M. Ablyazov a été condamnée à 4 milliards par la justice britannique. Ce n'est pas un enfant de cœur. Donc je crois que dans cette situation, il n'y a pas de blanc et le noir. Il y a en réalité, c'est bien résumé dans votre reportage, une lutte de clans. Et puis, moi, je pense que la justice française doit trancher, point final, et c'est ce qu'elle a fait. Alors, disons qu'il va se tourner vers la justice européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, et bien souvent, dans ces cas-là, dans ce genre d'affaires, ils obtiennent satisfaction. Vous dites qu'il a été condamné par la justice britannique, mais lorsqu'un ressortissant, quel qu'il soit sur cette planète, est menacé dans son propre pays, quand il est emprisonné dans ce qu'on appelle la patrie des droits de l'homme, la moindre des choses, c'est qu'il ne soit pas extradé et qu'on prenne le risque de lui voir infliger des sévices. Écoutez, la situation juridique actuelle, c'est quoi? Nous n'avons pas de convention d'extradition, vous le savez, avec le Kazakhstan. Et donc, en réalité, il y a 2 États, l'Ukraine, dont on vient de parler, et la Russie. Qui le réclame aussi, d'ailleurs. Qui le réclame aussi, voilà. C'est extraordinaire, quand même. Cette personne est réclamée par beaucoup de monde. Voilà. Cette personne est richissime.
Voilà. Il a peut-être trouvé son argent sous son matelas un beau jour, quoi. Et en réalité, le Kazakhstan l'accuse de détournement de fonds. Point final. La Cour de cassation française, je crois en mars, a dit qu'il pouvait être extradé. Maintenant, c'est au Premier ministre de savoir si oui ou non il exécute cet arrêt. La justice française, je pense, est indépendante. Elle a examiné ce dossier. Et puis ensuite, je pense qu'il y a des moments où les politiques n'ont pas à se mêler de ce genre de décision. Human Rights Watch dit qu'il est susceptible donc, de subir des mauvais traitements. Vous êtes président du groupe d'amitié France-Kazakhstan à l'Assemblée nationale. Vous dites que les politiques n'ont pas à s'en mêler. Toutefois, vous pourriez intervenir. Oui, mais excusez-moi, je ne connais pas les détails du dossier, mais enfin, quelqu'un qui est condamné à payer 4 milliards d'amendes, je répète, il les a trouvés où ? Que dit le Kazakhstan? Elle dit en réalité, cette personne qui se prétend opposant politique a détourné une somme colossale qui était destinée aux Kazakhs. Ouais. La défense dit aussi que la banque a fait faillite parce que le pouvoir politique est intervenu et parce qu'il dérangeait. Les deux ont leur point de vue. Mais cela dit, quel équilibre trouver? On connaît la réelle politique. Comment ne pas tomber non plus dans la compromission? Soyons clairs, Thierry Mariani, s'il s'agissait d'un autre pays où il n'y avait pas d'intérêt gazier, d'intérêt économique, la question ne se serait sans doute pas posée. Est-ce qu'aujourd'hui, systématiquement, désormais, quand on est recherché par un pays, on peut dire, écoutez, je suis un défenseur des droits de l'homme et il ne faut pas m'expulser. Voilà, je pense que, je le répète, la justice... Mais pour vous, le Kazakhstan est une démocratie? Pour moi, le Kazakhstan, je vais vous surprendre, n'est pas une démocratie du tout au sens occidental. Avec 97%, non. Mais pour moi, le Kazakhstan, qui est un pays qui a 20 ans d'indépendance, qui, contrairement à certains de ses voisins, a évité toute guerre civile, qui, contrairement à certains de ses voisins, essaye d'avoir vraiment une évolution du niveau de vie de la population, avec, par exemple, des milliers d'étudiants qui peuvent aller étudier à l'étranger aux frais du gouvernement. Voilà. Ouais. Je pense que c'est un État qui se construit, qui a encore beaucoup de progrès à faire, mais qui ne mérite pas l'excès d'indignité de certains. Après, le score du président, c'est vrai qu'il pose question, mais c'est un pays aussi où, pour les Kazakhs, je veux dire, il n'y a pas véritablement d'opposition, parce qu'ils ne voient pas qui d'autre peut y succéder, et d'autre part, où ils estiment que leur président a un bon bilan. Vous savez, un opposant qui se réfugie et qui est capable d'être condamné à 4 milliards d'amende, ça ressemble quand même aussi à quelqu'un qui a détourné de l'argent. Thierry Mariani, on va juste comparer avec d'autres pays européens. Il y en a 7 qui ont refusé d'extrader. Certains d'entre eux ont même accordé l'asile à des proches de cet homme. Je dis la France, patrie des droits de l'homme. Pas lui-même. Il y a des cas aussi similaires d'hommes d'affaires, etc. Pourquoi l'Italie? Pourquoi la Pologne? C'est ce que disent d'ailleurs un des défenseurs des droits humains. Pourquoi la Lituanie également, l'Espagne, qui sont des pays proches, pourquoi eux ne procèdent pas à ces extraditions? Rappelons d'ailleurs, soyons prudents, que la France ne l'a pas encore extradé d'ailleurs. Non, mais attendez, moi je pense que les juges d'Aix-en-Provence, je crois, qui avaient commencé à traiter cette affaire, sont des gens qui sont totalement indépendants, qui sont on ne peut plus attachés aux droits de l'homme, et ils ont jugé en leur âme et conscience. Voilà. Je répète, c'est trop facile de se dire moi je suis le défenseur des droits de l'homme, donc je ne dois pas être extradé. Je vais vous citer une anecdote. Un cabinet d'avocats américains m'a contacté pour M. Ablyazov, en me demandant un rendez-vous à l'Assemblée nationale. Un cabinet qui, visiblement, les tarifs sont assez élevés. Ils sont tellement importants, d'ailleurs, qu'ils ne parlaient même pas français, qu'il fallait à tout prix que je parle anglais pour avoir un entretien avec cet avocat. Voilà. Quand on a les moyens, quand on a les moyens de se payer... Oui, parce qu'à l'Assemblée nationale, moi, je parle français. Voilà, même si je parle anglais. Thierry Mariani, quand on a les moyens de se payer de tels cabinets, etc., c'est peut-être aussi qu'on a amassé pas mal d'argent avant. La Belgique, la Suisse, 2 autres pays francophones, Thierry Mariani, s'interrogent, on l'a vu au sein de leur Parlement, sur ce qu'on appelle le lobbying, les groupes de pression venus du Kazakhstan, pression parfois tendancieuse. Oui, bah écoutez, que les gens... moi, vous savez, maintenant, je pense que l'Assemblée nationale a fait de gros progrès, qu'il y a un déontologue. Chaque fois qu'on est invité à un voyage, c'est déclaré au déontologue, on donne les preuves, etc. Point final. Après, le lobbying, c'est un gros mot, c'est quoi? C'est en réalité, chacun fait de la com. Voilà. Quand certaines marques, je ne citerai pas, elles font de la com ou elles font du lobbying, bah les pays ont compris la même chose. Vous en faites pour la France à titre personnel, par exemple, pour des raisons économiques? Bah, chaque fois que je suis à l'étranger, j'étais ce matin encore, je suis arrivé d'un pays d'Asie centrale, le Kyrgyzstan, c'est pas le Kazakhstan. À chaque fois, on essaye de vendre les entreprises françaises, de les défendre l'image France, même si, à titre personnel, je suis dans l'opposition. Voilà, quand on est à l'étranger, on défend le drapeau. Mais ça n'oblige pas à des compromissions, Thierry Mariani? Non. C'est quoi des compromissions? Je pense que si votre question c'est est-ce qu'on doit vendre à des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, ma réponse est oui, on doit vendre. Je pense d'abord qu'on doit penser à l'intérêt national et d'abord à l'emploi en France. Après, regardez les contrats actuels. Monsieur Hollande vient de signer un contrat avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui sont des grandes démocraties. Mais moi, je le félicite.
Parce que je préfère, je vais vous dire, que ce soit nos travailleurs qui aient ce job plutôt que d'autres pays. Je pense qu'il y a un moment où il faut faire passer un message. Quand on rencontre des responsables du Kazakhstan ou d'ailleurs, on peut leur dire, et c'est ce que je fais par exemple. Le problème, c'est qu'après, il y a des gens qui veulent quitter ces pays, en l'occurrence, et venir en Europe. Donc il y a peut-être aussi une contradiction. Quand vous quittez un pays, que vous êtes capable de payer 4 milliards de dollars d'amende, franchement, je pense qu'il n'est pas au RMI, quoi, la personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry Mariani d'avoir accepté de venir témoigner dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes député des Français de l'étranger. Merci à vous.